Amen. Alors, on va faire un récapitulatif rapide de ce que nous avons vu hier. Je vous rappelle juste, si je pose des questions, afin que la qualité de la vidéo soit optimum, comme hier, on lève la main. Je ne sais pas qui aujourd'hui passe le micro. Samuel, passe le micro, voilà, pour Ismaël, merci. Comme ça, on peut avoir un bon échange. Donc, hier, pour commencer, on a vu qu'il y avait une guerre de procuration qui avait commencé dans le ciel. C'était par rapport à un message entre le vrai et le faux. Ça a créé donc deux groupes. Le groupe de Christ, on va dire, ou la postérité de Satan et la postérité de Christ. Et on voit que le message d'information qui vient de la source de Christ conduit à une restauration, à une libération de nos idées préconçues, de nos idées aussi de nos préjugés, et ce message mène à la vie. Tandis que lui, Satan, il va s'évertuer à nous donner un faux message ou des théories de conspiration pour nous égarer et pour nous permettre de finir par une apostasie ou une haine à l'égard de Dieu et pour continuer à ce que nous puissions être emprisonnés dans notre façon de penser et de voir Christ. Donc, à un niveau général, cette guerre, elle a lieu entre les enfants de Dieu et le monde, mais lorsqu'on la zoome, on va voir que, selon la parabole de Matthieu 13, cette guerre a lieu au sein de l'Église. Il y aura donc l'ivraie, ceux qui vont manifester donc, qui vont suivre donc ce faux message et qui vont combattre le blé au sein même du peuple de Dieu pour ces personnes qui vont donc suivre cette véritable source d'information qui mène à la vie, à la restauration. On a vu après comment le message il est donc structuré. On essaye jusqu'à aujourd'hui de comprendre comment la ligne elle fonctionne. J'ai oublié quelque chose. Excusez-moi. On a vu que la ligne, elle fonctionne comment ? Agnès. Alors on a vu que la ligne, c'est comme une histoire. Il y a une histoire progressive. Où on voit une répétition et élargissement à chaque dispensation. Ok, donc on a vu que la ligne, en fin de compte de réforme, a 5 balises majeures, comme les doigts d'une main. Et dans ces 5 balises majeures, quand vous écartez votre main, vous voyez 1, 2, 3, 4, et on compare ça à 4 dispensations. On a mis en parallèle ces 4 dispensations avec le modèle de l'agriculture. Labourage, première pluie, pluie de la saison, moisson. Mais on a vu aussi que dans cette ligne progressive, il y a une répétition et élargissement. Agnès, est-ce que tu peux... Pas Agnès. Corinne, est-ce que tu peux me dire la particularité de la répétition et de l'élargissement? C'est comme une ligne Plus sur fort, ligne, s'il te plaît. Ligne sur ligne en prenant le texte d'Ésaïe 28, 10 et 13. Donc en les mettant ligne sur ligne, on a chaque dispensation et on revoit qu'il y a des choses qui se répètent. Ok, donc dans la dispensation de la progression, c'est donc cette balise, elle est unique, ça sera la balise numéro 1, ensuite la balise numéro 2, c'est une histoire. En revanche, dans la dispensation, répétition, élargissement, ce qu'on va voir, ces balises-là seront toujours identiques. Donc on va voir qu'il y aura toujours donc, un début et une fin. Donc ça sera là le 1
Et là, le début, ça sera le 1, la fin, ça sera le 2. Mais quand on va répéter la ligne, ça sera également donc le 1 et là le 2, puisqu'on dit que c'est une répétition, d'accord, et élargissement. Donc ça veut dire que ce schéma qu'on va retrouver là, dans la dispensation, dans cette dispensation-là, lorsqu'on va la superposer avec d'autres dispensations, ça sera toujours le même schéma. Et cela, il faut vraiment le comprendre parce que c'est ce qui va nous permettre de discerner le vrai du faux, la répétition du schéma prophétique. C'est pour ça qu'on ne cesse de dire notre seule sauvegarde, ce qui peut choquer certaines personnes, c'est la méthodologie. Parce qu'il y a un schéma répétitif que Dieu a mis en place dans la ligne de réforme. Et cette méthodologie, il nous faut la comprendre pour pouvoir avoir les outils pour discerner l'erreur de la vérité. Parce que Dieu ne change jamais sa façon d'agir avec les hommes. OK? Donc, on va voir. On a vu également que ce schéma répétition-élargissement est également basé sur Ésaïe 46, 10, qui est aussi la base, donc, qui est notre fondement aussi. Car Ésaïe 46, 10 nous dit quoi? Samantha. Dieu commence par la fin pour montrer le début, en fait. Donc, il nous dit de regarder la fin pour regarder ce qui va se passer. Non, de regarder au début pour voir ce qui va se passer à la fin. Le verset commence. Dieu illustre la fin, d'accord, par le commencement. Donc, la fin est illustrée par le commencement. Et on a vu que comment on a expliqué ce schéma-là. Est-ce que tu te rappelles? Où est-ce qu'on se trouve, nous? Au milieu. On se trouve au milieu, au temps présent. Donc notre foi, elle est exercée comment? Comment va s'exercer ta foi dans le modèle prophétique et même dans la vie de tous les jours? Selon les termes du verset, on reste dans la structure du verset. Tu es là aujourd'hui, tu dois discerner le vrai du faux. Comment vas-tu faire? Je vais prendre la méthodologie. Oui, mais selon le verset 46.10, parce que le verset Ésaïe 46.10, c'est la méthodologie. Donc, quelle est la clé, l'indice qu'il te donne? Tu vas regarder quoi? Samantha. Donc, tu es au présent pour discerner le vrai du faux. Tu vas regarder le passé. Pour voir comment Dieu a agi. Pour voir comment Dieu a agi. Et ensuite? Et parce qu'en fait, la façon que Dieu agit au passé, il va agir pareil au présent. OK. Et c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir maintenant. Parce qu'on a dit que la foi, c'est regarder la prophétie, donc la façon dont Dieu a agi dans le passé et il prédit le futur. C'est ça la prophétie. Prophétie, c'est une prédiction, mais également c'est une parabole. Pourquoi c'est une parabole? Philippe, est-ce que tu peux nous dire? C'est une parabole parce que quand on a la première mention qui se trouve dans Nombre, je ne sais plus, 24, je crois, et qui nous dit que ce mot de parabole est égal à une prophétie. Voilà. Donc maintenant, cela nous permet de voir que la parabole, la prophétie égale la parabole. Parce que la parabole, lorsque dans Nombre 24, Balaam devait prédire, il n'a pas dit « je vais prophétiser », il a dit « je vais parler en parabole et je te dis ce qui va arriver dans le futur ». Donc, parabole est égale à prophétie et cela nous permet de comprendre que lorsqu'on aborde la prophétie, il nous faut l'aborder avec des règles, avec une structure, avec une méthodologie. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on va laisser ça et je vais effacer ce tableau-là, cette partie-là. Et pour comprendre ce schéma répétitif qui nous permet d'avoir donc les outils de discerner le vrai du faux, on va aller dans une histoire qu'on connaît très bien. On va aller dans l'histoire des Millérites.
Et on va voir comment cette histoire, elle est structurée, on va la superposer avec la nôtre. D'accord? Rappelez-vous, lorsqu'on traite de la prophétie, on doit avoir ces deux concepts-là. Il y a un troisième concept qu'on n'a pas encore vu, la superposition. On va voir si on peut le voir. Sinon, si on ne le voit pas, vous le verrez avec les différents enseignants d'LVS. Mais on va vraiment se focaliser sur la progression et la répétition et l'élargissement. 1798, l'histoire des Millérites. Quel est le nom de cette balise? Temps de la fin. On ne va pas mettre toutes les balises. On va mettre, j'ai entendu, ah bon, oui, parce que on peut, ce qui est bien dans l'enseignement en parabole, on peut prendre ce qu'on veut. Et avec les balises qu'on prend, ou les éléments qu'on prend, on fait notre histoire. Donc moi, ce qui m'intéresse pour le moment dans l'histoire des Millérites, ce n'est pas toutes les balises. Je veux juste me focaliser sur un point. Donc je vais mettre 1798, 1840, le 11 août. Je vais mettre le 19 avril 1844. Et je vais mettre le 21 juillet. Et nous, on va vraiment se focaliser, pour le moment, dans cette dispensation. Parce qu'avec cette dispensation-là, c'est grâce à cette dispensation qu'on va tout construire. En fin de compte, je le prends un peu à l'envers. Je le prends à l'envers, pourquoi? Parce que je sais que vous l'avez vu avec Eric. Donc, ça sera pour moi un exercice pour voir si vous avez vraiment bien compris. Donc, 21 juillet 1844 au 22 octobre 1844. Comment appelons-nous cette période-là? Oui, tu dis? Donc, je t'ai entendu, tu as dit c'est la pluie de l'arrière-saison, ok? Dans l'histoire des Millérites, comment on l'appelle réellement? Le cri de minuit, d'accord. Cri de minuit. Quelle est cette balise, le 21 juillet? Pardon? Qui est-ce qui a parlé? C'est toi, Clara? Christina? Boston. D'accord, mais tu me dis quoi en me disant Boston? Qu'est-ce que tu veux me dire? Eh bien, il y a eu un camp. Samuel Snow a donné son premier message là. Un camp à Boston. Un camp meeting à Boston. Alors, on va le reprendre en arrière. Cette période-là, du 19 avril 1844 au 22 octobre 1844, Ellen White nous dit que c'est une période de 6 mois. On va le reprendre en arrière, d'accord? 6 mois. Durant lesquels, 19 avril 1944, il y a eu ce temps d'attente. D'accord? Les vierges se sont assoupies, l'époux a tardé, il y a eu ce temps d'attente. Mais à un certain moment, Matthieu 25, verset 6, il y a un événement qui se passe. La Bible nous dit qu'il y a un cri. Il y a un cri qui retentit à minuit. D'accord? Donc ça veut dire que si on prend les citations, on va prendre une citation. On va lire. La diapo numéro 2. Ellen White nous dit que tandis que l'époux tardait, donc là, tandis que l'époux tardait, elle s'assoupir et s'endormir. Et à minuit, il y eut un cri. À minuit, il y eut un cri. Alors, en été 1844, à mi-chemin entre l'époque où l'on pensait pour la première fois que les 2300 jours se termineraient et l'automne de la même année,
où il a été par la suite trouvé qu'elle s'étendait, le message a été proclamé dans les mots mêmes de l'Écriture. Voici l'époux vient. Donc, dans cette période-là, c'est à cette période-là que les Millérites pensaient que Christ allait revenir. Vous connaissez cette histoire, c'est bon pour tout le monde, on ne s'attarde pas. À partir de ce point-là, de désappointement, jusqu'à l'époque où les 2300 soirs allaient se finir, elle nous dit qu'il y a 6 mois, ok? Et au milieu de ce parcours, à minuit, à mi-chemin, le cri a retenti. Donc c'est pour ça que l'on dit que le 21 juillet 1844, c'est la balise qui marque minuit et qui marque le début du cri. Et comme le cri a retenti à Boston, on marque le 21 juillet comme étant la balise de Boston, le départ du cri de minuit, qui marque aussi donc le minuit, le milieu, la mi-chemin entre ces deux dates, 19 avril à 22 octobre. Et là, donc, on va remarquer que ce cri, il commence à enfler. Ensuite, on va prendre une autre citation qui nous montre la diapo numéro 4, non, la diapo numéro 5, que alors que le cri commence à Boston, il ne s'arrête pas parce qu'il enfle en un grand cri. Donc ensuite, nous avons la diapo 5 qui nous dit « Un camp meeting s'est tenu à Concorde, quelque part vers le 1er août. » Et comme nous l'avons appris par la suite, le cri retentit dans tout le camp. Le 12 août, un autre a eu lieu à Exeter. Donc là, elle est en train de nous dire que, on n'a pas lu la diapo 4, mais à Boston, tu peux mettre la diapo 4, à Boston, le 21 juillet, le cri a retenti. Il a continué d'enfler donc à Concorde. Le 1er août, pour ensuite, il n'a pas fini, puisque la citation nous dit, la diapo qui suit, nous dit, et il y a eu un autre à Exeter. Le camp meeting d'Exeter a commencé le 12 août, mais on sait que le cri a retenti le 14-15 août. Et là, c'est Exeter. Donc, on comprend que le cri de minuit, quand il n'arrive pas en une seule fois. Ce cri, il est progressif. Et pour terminer en un grand cri. Et le cri de minuit, il vise non seulement à pointer vers la porte fermée, d'accord? Mais le cri de minuit, il vise aussi à corriger l'erreur qui avait été enseignée en amont. Donc le message du cri de minuit, il faut bien le retenir, c'est un message qui corrige l'erreur. On va revenir sur cette notion-là après. Donc le cri de minuit, par conséquent, ça veut dire que ce n'est pas un message qui contient de l'erreur, puisque c'est ce message-là qui corrige l'erreur passée. Donc on ne peut pas dire que le message du cri de minuit contient des erreurs. OK? Donc on voit à l'intérieur de cette dispensation 2 balises. Le cri commence à Boston, le cri ensuite enfle, continue à Concorde, et ensuite le cri prend toute son expansion à Exeter. Et là, à Exeter, on va dire donc qu'il y a une notion de temps encore, qui est, le message il est formalisé. Là, on va dire que le message il est
il y a un accroissement de la connaissance. Et là, surtout, on va voir que c'est à ce moment-là, à cette balise-là, que le message, il nous teste. Et là, comme on l'a vu hier, à la porte fermée, on remet notre copie. D'accord? C'est ce que cette période du cri de minuit, cette dispensation-là, nous enseigne. Le cri commence, il y a un accroissement de la connaissance. Ensuite, il est formalisé, et au moment où il est formalisé dans le camp, tout le monde est là, l'entend, à ce moment-là, il est testé. On va maintenant au début de la ligne des millérites pour voir si ce schéma que je vous montre existe. Je vous écoute. 1798. Pour nous, comme on dit qu'il faut faire une répétition et un élargissement, on n'est plus là dans la ligne progressive, puisque j'ai coupé la ligne. Je coupe la ligne. Qu'est-ce qu'on est censé trouver au début de cette dispensation dans l'histoire des millérites? Alors, j'ai demandé à Michel. Elle est où, Michel? Ah, Michel. 1800... C'est de la révision, donc n'hésite pas, vas-y. 1816, 1818. C'est quoi? « 1833, 31 formalisation. Donc maintenant, si tu dois apposer ce même schéma, donc là, toi, tu l'as posé avec accroissement de la connaissance et formalisation du message, si maintenant tu dois le schématiser avec les mêmes camp meetings, comment tu ferais? Alors, je mettrai Concorde. Où Concorde? 1818. D'accord. Concorde. Pardon, Boston, pardon. Concorde, c'est bien ça. Et à quelle position? Attends, je ne vois pas bien, mais il faut répéter. Alors, Concorde, oui. Le cri, Boston, il commence par Concorde. Boston est avant, bien sûr. Le cri commence à Boston, donc tu dois mettre Boston. Et Boston représente cette balise-là. Le temps de la fin. Oui. Après, 1833, on mettra Exeter. 1833. Je l'ai déjà mis. Ah, d'accord. Et ça serait quel camp meeting? Exeter. Voilà. Donc ce schéma-là, on doit le retrouver dans, je ne dis pas toutes les lignes de réforme, mais si on le retrouve dans 2 lignes de réforme, il est valide. Pourquoi je dis ça? Il faut 2 témoins pour qu'une vérité soit établie. Ok, c'est sur le témoignage de 2 ou 3 qu'une chose est établie. Donc déjà, si on regarde à notre dispensation, on a un témoin et on a 2 témoins. D'accord? Donc maintenant, on va voir un élément que je n'ai pas dit et qui est important. À l'accroissement de la connaissance, le message, il est encapsulé. Tout le message est contenu. Et ce qui est par la suite développé, en fin de compte, c'est de l'affinage. Mais Miller, quand il a eu son message en 1818, il a compris que dans 25 ans, d'accord, 25 ans, Jésus allait revenir. Il avait tout le message. Et parce qu'il avait tout le message, Snow a pu venir, se basant sur le message de Miller, pour pouvoir corriger l'erreur et donner la véritable date de la fin des 2300 soirs et matins. Donc, à l'accroissement de la connaissance, le message est développé, on a le message. Et quand il est formalisé,
là, c'est à ce moment-là que le message nous teste. Quand le message a été formalisé, le message a testé les millérites. Et en 1840, ils ont rendu leur copie. Et cette première dispensation a eu son test, a été testée. OK? Donc maintenant, on va voir, on va essayer d'aller un peu vite. Bon, je ne veux pas aller trop vite, mais on va voir pour notre ligne. Donc notre ligne, 1989, TDF. On met nos 5 balises. On a nos 4 dispensations. D'accord? Donc on a deuxième venue, FTG, loi du dimanche et 9/11. D'accord? C'est notre modèle. Donc ça peut être compris comme la ligne des 144 000 à ce niveau-là, mais ça peut être aussi compris comme la ligne des prêtres en fractal. Donc maintenant, nos 5 balises, quand vous regardez le milieu, temps de la fin, 9/11, Sunday Law, FTG, deuxième venue. Mon troisième doigt, ça représente le milieu. D'accord? 1, 2, 3, milieu. 1, 2, milieu, 1, 2. D'accord? Donc le troisième doigt, c'est le milieu. 1, 2, 3, milieu. Je vous donne juste des astuces pour comment moi je fais. C'est tout simple. 1, 2, 3, milieu. Et après 1, 2. Donc je sais que la troisième balise, c'est le milieu. Et quand on l'aligne avec les dates de l'esprit de prophétie, pour l'histoire des millérites, on sait que le 21 juillet 1844, c'est le milieu, Ellen White nous a dit. Donc forcément, la loi du dimanche, pour notre ligne, c'est le milieu. D'accord? OK. Donc c'est pour ça que si on justapose, on va dire que le 21 juillet représente pour les 144 000 ou pour les prêtres, la loi du dimanche, le milieu. Vous comprenez? OK? Voilà. Donc, du coup, nous, on a aussi, on va voir si on retrouve ce même schéma. Donc, 1989, où se trouve notre accroissement de la connaissance pour nous, dans notre ligne? Notre ligne des prêtres. Et c'est quoi notre accroissement de la connaissance? Ligne sur ligne. D'accord? Ensuite, à ce moment-là, est-ce que nous sommes testés? OK. Ensuite, la formalisation pour nous, c'est quand? Qu'est-ce qui fait que c'est notre formalisation? Quel est ce message? Et qu'est-ce que ce message, il annonce? On a vu que dans l'histoire des millérites, ce message, il annonçait quoi? Pardon? Il annonçait quoi? 25 ans, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça représente le temps, merci. Là, c'est de la ligne des millérites, c'est une ligne de temps. Dans notre message, je ne sais pas pour ceux qui se rappellent du début, quand Jeff il est venu à nous présenter Daniel 11, 40 à 45, il nous a présenté, non pas le temps, mais il nous a dit, attention, la loi du dimanche est proche. Je ne sais pas pour ceux qui étaient dans le message, s'ils se rappellent de ça. On ne pointait pas sur le temps, mais on pointait sur l'événement, la loi du dimanche. En revanche, dans le magazine Le Temps de la Fin,
par le nom même, il y a la notion de temps. Et ça, il fallait qu'on le voie. Donc cela nous montre qu'à chaque fois dans cette balise de formalisation, incorporée à cette balise, nous avons une notion de temps. Donc nous voyons que dans ce schéma, au début de l'histoire des millérites, à l'alpha de l'adventisme, tout comme à l'oméga de l'adventisme, nous voyons le même schéma qui se dessine. Une chose que je n'ai pas dite, mon tableau ne me le permet pas vraiment, mais au milieu, là, à ce moment-là, c'est Miller. Je ne sais pas où je vais le mettre comme ça. Nous avons le premier messager qui est Miller. Et à partir de là, nous avons un autre messager qui arrive. Et c'est Snow. OK? Donc, au milieu de la ligne de réforme, et ça, ce sont des outils pour nous plus tard pour discerner le vrai du faux, nous avons une transition, un changement de leadership. Nous avons Miller, premier ange, Snow, deuxième ange. Bon, mon tableau, il est mal bâti, je suis désolée. Mais vous comprenez qu'il y a une transition entre le premier messager et le deuxième messager. Maintenant, nous, on devrait, si on dit qu'on est dans le modèle de la répétition et de l'élargissement, nous devrions voir cette même transition. Où ça? À quelle balise? À la balise de minuit. Nous voyons déjà que le message, quand c'est l'accroissement de la connaissance, le message est déjà là, dans son intégralité. Et quand il est formalisé, c'est à ce moment-là qu'il nous teste. Et on a vu que nous avons été testés dans ce message-là par rapport à Daniel 11, 40 à 45. Peut-être des personnes vont dire, mais moi, en cette époque-là, je n'étais pas dans le message. Mais si vous transposez cette histoire dans votre histoire, au moment où vous avez reçu le magazine Le Temps de la Fin, Lisette, quand je t'ai remis, en caricature, je t'ai remis le magazine Le Temps de la Fin, on dit, disons que c'est en 2010, au moment où tu as récupéré ce magazine, tu as été testé. Donc, même si tu n'étais pas dans cette dispensation où le test était le Daniel 11, 40 à 45, le magazine Le Temps de la Fin, mais la façon dont tu as réagi quand on t'a remis ce livre, que tu as accepté le message, montre que tu as passé ce test-là. Et tu peux être testé sur l'autre. D'accord? Donc, à ce moment-là, je vais rajouter, comme l'heure passe vite, je vais rajouter des couches. J'espère que ça ne va pas vous rendre confus. Ce n'est pas comme ça que je voulais faire, mais tant pis. À ce moment-là, dans notre dispensation, le messager, c'est qui? C'est l'ancien Dief. C'est l'ancien Dief, Pépinger. OK? On a vu que là, il y aura une transition. Un point que je veux faire également, quand on marque Boston, là, ou Temps de la Fin, Miller, en général, on dit qu'en 1798, Miller a reçu sa concordance Crudence. Mais là, Miller, en 1798, on ne le voit pas encore sur le devant de la scène. C'est qu'à partir de 1816-18, quand il a son message et qu'il comprend dans 25 ans Christ va revenir, qu'on le voit apparaître dans la scène. Mais comme le schéma il nous montre que la structure de la ligne nous montre que la ligne commence au début, donc temps de la fin, on marque Miller à ce début-là, même s'il n'est pas visible. Une différence, répétition et élargissement, dans une ligne
d'échec. Pour les millérites, c'est une ligne d'échec parce qu'ils ont failli. Alors que dans la nôtre, ça ne sera pas une ligne d'échec au niveau de la ligne des 144 000 parce que Jésus va vraiment revenir. D'accord? Donc, il peut y avoir des similitudes, mais il peut y avoir aussi des différences. Donc, une différence que je vous montre, c'est que là, dans l'histoire alpha de l'adventisme, Miller, on ne le voit pas, il n'est pas visible en 1798. En revanche, dans notre ligne de succès, au temps de la fin, 1989, Jeff, il est déjà visible. OK? Une différence subtile, juste pour vous montrer qu'il peut y avoir des différences. Ensuite, donc là, on a remis, le magazine nous a été remis. Là, on a été testé, on a remis notre copie et il y a eu une porte fermée. Maintenant, l'autre dispensation portait sur quoi? L'accroissement de la connaissance a porté sur quoi? Ça, c'est l'histoire du mouvement qu'il nous faut. Vous êtes dans un mouvement, il vous faut connaître votre histoire. Pardon? Oui, sur le temps, mais c'est toujours sur 2000, j'ai entendu, les 2520. L'accroissement de la connaissance est arrivé donc en 2019. Pardon? 2009, oui, j'ai mis 2009, mais j'ai dit autre chose. J'ai mis 2019, j'ai écrit 2009, ok? C'est là où les 2520 ont été révélés, la série. Et c'est l'ancien Parmender Bayonne qui a donc fait cet enregistrement en Arkansas, chez FFA. D'accord? Donc là, c'est l'accroissement de la connaissance. Même si, il est vrai, vous pouvez me dire qu'on a découvert les 2520 en 2005. Mais toujours est-il, quand ça a été expliqué, ce n'était pas en 2005. La série a été faite en 2009. Donc c'est l'accroissement de la connaissance dessus. Maintenant, ensuite, après l'accroissement de la connaissance, on doit voir la formalisation. Alors la formalisation, ça a porté sur quoi? Forcément, même si on ne sait pas le contenu, on sait la caractéristique de la balise formalisation, on sait que ça parle du temps. Et aussi, non seulement du temps, mais une autre caractéristique à cette balise, le test. Et c'était en quelle date? Grâce à la compréhension des 2520, il a été possible de dire, contrairement à ce qu'on pensait, qu'il est possible de fixer le temps. Et en 2012, un groupe d'étudiants au Royaume-Uni a prédit la loi du dimanche. En quelle année? 2014. Je n'ai pas de place. 2014. Donc à ce moment-là, également, il y a eu donc une remise de la copie, ok, par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette dispensation. Même si on n'était pas encore arrivé dans ce message et qu'on n'a pas passé le test du temps, ok, la dispensation qui suit, quand nous sommes arrivés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées à partir de 2014, vont être, la façon dont elles vont réagir par rapport au test du temps, la formalisation du message, va déterminer si oui ou non, si elles étaient dans ce message-là, elles auraient passé le test. Vous comprenez? Je vais rajouter une autre couche. Je reviens en arrière. Dans cette histoire-là de l'accroissement de la connaissance et la formalisation du message, lorsque le message est arrivé,
Là, ça se passait au niveau de la structure de l'adventisme. Lorsque l'ancien Jeff, il parlait du message de Daniel 11, 40 à 45, comme on parle de prophétie, il s'agissait toujours d'un message. On ne dissocie pas le message du messager, ok? Donc message, messager. Mais également, on parlait aussi d'une structure. Donc les personnes de cette dispensation étaient testées à la fois sur le message et le messager, mais également sur la structure. Parce que qu'est-ce que l'ancien Jeff il disait à cette période? Notre compréhension de Daniel 11, verset 40 est erronée. Et pour la comprendre, en fin de compte, la condition dans laquelle l'Église se trouve est la condition laodicéenne et il faut sortir de cette structure-là. Donc du coup, il faut sortir de cette condition-là. Donc du coup, il fallait reconnaître que Christ était en train de commencer à créer l'Église triomphante. Donc c'était en fin de compte l'Église adventiste, la structure, l'Église adventiste, versus l'Église triomphante. Tout comme à l'époque de Jean-Baptiste. C'était Jean-Baptiste, il venait pour dire que c'était la nouvelle dispensation. Il était le messager qui ouvrait la voie de Christ. Il commençait l'église d'Éphèse et il mettait un terme à l'église de Laodicée des Juifs, l'ancien Israël. Et c'était l'Israël moderne qui commençait. Est-ce que vous me suivez? Oui? Donc c'est la même histoire. Tout comme les Juifs à l'époque de Christ ont dû être testés à la fois sur le messager Jean-Baptiste et son message, mais ils ont dû aussi être testés sur le fait qu'il y avait une transition de l'église dans laquelle ils se trouvaient pour aller dans l'église triomphante. Nous, dans notre histoire, c'est exactement la même chose. Quand on est dans cette dispensation-là, puisqu'on parle de schéma répétitif, on est toujours testé sur un message et son messager, donc la formalisation du message, mais également sur la structure. Donc nous, il nous fallait comprendre à cette période qu'il nous fallait donc... Dieu était en train de créer l'Église triomphante. Alors que cela allait à l'encontre totale des citations de l'esprit de prophétie, où Ellen White disait qu'il ne fallait pas créer une structure séparée à la fédération ou à la conférence. Vous voyez le dilemme? Mais si eux sont dans ce dilemme-là, vous pensez que nous, on ne sera pas dans le même dilemme? On sera dans le même dilemme. Pourquoi? Parce que l'histoire se répète et c'est un élargissement. D'accord? Là, on ne l'apprend pas comme une histoire en progression, mais comme une répétition et un élargissement. Donc, cette dispensation devait voir tout ça, reconnaître que Dieu, c'est le messager et qu'il construisait, Dieu l'utilisait pour construire l'Église triomphante. Dans la deuxième dispensation, pareil, il fallait comprendre, qu'il y avait un message. C'était quoi le message? La fixation du temps, parce qu'on a Apocalypse 10, je crois que c'est le verset 11 ou 9, je ne sais plus, qui dit « Il n'y a plus de temps ». Vous allez vérifier, je ne suis pas sûre du verset. Il n'y a plus de temps. Et on a au moins, je ne sais pas combien de citations de l'esprit de prophétie qui nous dit qu'il n'y a plus de temps. Et il y a un messager qui vient avec un message en 2012, basé sur les 2520, en utilisant le symbole 126 pour nous dire que, symbole 126 des 2520, d'accord, pour nous dire qu'en 2014, il y aura une loi du dimanche et qui prédit le temps. Donc ça va à l'encontre, le message et le messager vont à l'encontre de la Bible, Apocalypse 10, quel verset, tu as vu? Apocalypse 10, mais également de l'esprit de prophétie. Est-ce que quelqu'un peut me trouver le verset?
Verset 6, merci. Et il jura par celui qui vit pour toujours et toujours, et qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Donc les personnes sont testées sur cette histoire-là, la fixation du temps, mais également, ils sont basés aussi sur la structure. Et là, c'est quoi la structure dans cette période-là? Pour ceux qui ont connu cette histoire-là, et je sais que LVS, vous l'avez connue, il fallait reconnaître la direction de l'ancien Jeff. Mais ça se passait entre le ministère, Pass of the Just, que vous connaissez, versus Jeff, FFA. Il faut toujours reconnaître quelle autorité est en place. D'accord? Vous me suivez? Donc, à ce moment-là, dans cette dispensation-là, les personnes devaient reconnaître qu'on peut fixer le temps, parce qu'on prédit la loi du dimanche en 2014, alors que ça va à l'encontre de la Bible et de l'esprit de prophétie, et qu'il fallait comprendre que l'ancien Jeff était toujours le dirigeant de ce mouvement. Même si ce n'est pas lui, et c'est là où c'est un peu compliqué, une différence dans cette dispensation, même si ce n'est pas lui le porteur du message sur la fixation du temps. Pourquoi il fallait le reconnaître? Parce qu'à quel moment la transition est effective? Notre balise du milieu. OK? Donc ça veut dire que nous, dans notre dispensation, on doit reconnaître cette transition. OK? Donc on va y aller progressivement. 1991, accroissement de la connaissance pour nous. Donc comme je n'ai pas beaucoup de place, on enlève ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Accroissement de la connaissance, pour nous c'est quoi? « 2016. Qu'est-ce qui se passe en 2016? Pourquoi pour nous c'est l'accroissement de la connaissance? Alors, Samantha veut commencer par Esdras. Elle a raison. La première balise, là, on est dans le début de la pluie de l'arrière-saison et on a des vérités sur Esdras 7-9. Merci de me rappeler. Ensuite, en 2016, donc là, ça veut dire que le cri, si on se transpose, on met en parallèle, on est dans ce schéma-là, répétition, élargissement. Si on met en parallèle avec l'histoire des Millérites, donc le cri, il commence. Vous êtes d'accord? Parce qu'on est dans la dispensation, je l'ai effacé, on est dans la dispensation du cri de minuit et de la pluie de l'arrière-saison. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un cri qui commence à enfler pour finir en un grand cri. OK? Donc, 2014, on a Esdras 7-9 qui commence le cri. 2016, c'est à ce moment-là que l'ancien Tess, Lambert, nous parle, donc, commence à étudier acte 27. OK? Donc, dans cette balise-là, et ça commence aussi, c'est à ce moment-là que l'ancien Parmender fait une étude sur le liage des gerbes et elle commence aussi avec l'enseignement en parabole, l'histoire de Noé, etc. Donc, dans cette balise-là, dans notre dispensation, on voit un homme et une femme. Bien que là, comme je vous disais, en 2014, ils ne sont pas visibles. Mais comme le cri, il commence, on les place là. Parce que la balise, elle a un début, elle a une fin. Donc même s'ils rentrent sur la scène, dans la balise de l'accroissement de la connaissance, on doit les mettre de façon méthodique au début de la balise. Ça va jusque-là? J'essaye de ne pas aller vite. Hein? Donc du coup, dans la balise de 2016, on voit un homme et une femme.
on voit un noir et une blanche. Dans le message du cri de minuit, on parle de race. Donc on voit déjà cette notion-là. Oui? Parmenter, c'est un noir. Il n'est pas blanc. Il est noir de peau. Il a ma couleur. Surtout quand il est bronzé. Noir. Et l'ancien test, c'est une blanche. Donc là, c'est le problème de race. OK? Pourquoi je vous donne ces petits indices-là? Pourquoi je donne ces indices-là, au fait? Quels sont nos 3 tests? Nos 3 tests, c'est race, ensuite le genre ou le sexisme, et c'est les théories de conspiration. Donc, c'est homme-femme, noir-blanc et faux message. Mais nous, on dit que c'est dans le... Si je garde la terminologie du message du cri de minuit, c'est Fox versus CNN. Donc, toutes ces caractéristiques-là, je vous le dis en tant qu'indice, juste pour que vous voyez que ça s'adapte. D'accord? Ensuite, donc, après l'accroissement de la connaissance, il y a donc la formalisation du message. En 2018. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Pardon? Qu'est-ce qui se passe en 2018, Auguston? Fixation du temps. D'accord? Qui nous donne notre FTG, donc au 9 novembre 2019. Et là, on est en octobre. Le 3-13 octobre. D'accord? 2018. Le message, il est formalisé. Donc, quand le message est formalisé en Arkansas, chez FFA, School of the Prophet, donc ça veut dire que quand le message il a été formalisé, nous avons été, à ce moment-là, nous tous ici présents, puisque nous sommes dans cette dispensation, du 3 au 13, quand le message a été donné premièrement aux États-Unis, ensuite en France, tous ici présents et ceux qui nous regardent ont été testés. Donc maintenant, s'il y a des personnes qui sont arrivées que maintenant, on est en 2019 septembre, une fois qu'ils ont entendu ce message, ils sont testés. Au moment où on leur a donné le magazine du temps de la fin, dans cette dispensation, ils ont été testés, qu'ils soient arrivés en 96 ou en 2000, ils ont été testés. Donc c'est la même chose. Donc nous aussi, une fois que le message a été formalisé, il y a un an de cela, presque un an de cela, on a été testés. OK? Et ce message nous a montré que notre test n'était pas la fixation du temps. Parce que le test de la fixation du temps, c'était quelle dispensation? Merci Samantha, c'était la dispensation d'avant. C'est ça, dans la deuxième dispensation, la dispensation de la première pluie, qu'ils ont été testés sur le temps, la fixation du temps, puisqu'en 2012, ils ont fixé la loi du dimanche, ils ont prédit la loi du dimanche en 2014. Donc quand l'ancien test arrive en octobre de l'année dernière pour présenter le message du cri de minuit avec Pyrrhus et les guerres mondiales, Deuxième Guerre mondiale, en lien aussi avec les révolutions. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans ce message? Pyrrhus? Ben alors, il y avait la Russie, le roi du Nord, le roi du Sud. Elle mettait l'accent sur qui était la structure sur le roi du Sud. Bon. Il y avait donc les contre-révolutions et les révolutions qui nous permettaient de comprendre que notre date, notre FTG, c'est 2019, d'accord? Donc, lorsqu'elle présente ce message-là, elle montre que le test, elle montre surtout aussi les deux sources d'information.
les deux sources d'information qu'hier nous avons illustrées dans cette guerre de procuration par un message d'information, la vie ou la mort. Tout dépend où on se situe. Au début du message, si on fait une digression, on retourne en arrière. Au début du message, lorsque Jeff présentait, il a formalisé son message aussi. Il l'a formalisé également avec deux sources d'information. Il a formalisé avec l'Ulai, le fleuve de l'Ulai qui conduit à la vie, et le fleuve de l'Idékel. Donc c'était qui conduit à la mort, qui conduit là sur la mer de verre, et qui conduit à la mort. Donc dès le début du message, dans la première dispensation, exprimé en d'autres termes que deux sources d'information Fox versus CNN, nous avons déjà ces deux courants. Et si l'on remonte au début de la grande controverse, nous voyons que ces deux sources d'information sont toujours présentes. Vous voyez? Donc maintenant, si vous entendez dire qu'il y a trois sources d'information, il faut pouvoir le retracer au début de notre ligne. Et il faut pouvoir comprendre le but aussi de ces deux sources d'information. À quoi ça sert? Quel est le thème de notre histoire dans le cri de minuit? D'accord? Il faut surtout savoir quel est notre thème, sur quoi on étudie. Donc dans cette dispensation-là, il y a aussi donc un message, un messager à reconnaître. Et il y a aussi la structure à reconnaître. Ce message-là est en train de nous dire, je vais mettre Jeff, je vais mettre l'ancien Jeff versus l'Église adventiste. D'accord? Là, c'était l'ancien Jeff versus Path of the Just. Quel ministère, quel leader on prend? D'accord? Dans notre dispensation, maintenant, c'est le message du cri de minuit, composé de ces trois caractéristiques-là, et la structure. Donc, ça sera, on a dit qu'il y a une transition entre le premier messager et le deuxième messager. Dans notre dispensation, qui est le deuxième messager, le porteur du deuxième ange et du troisième ange? Alors, pour nous, c'est... Mon tableau, il est vraiment mal fait. Donc, c'est les anciens. On va mettre PB et TL. D'accord? Donc, notre méthodologie nous permet de discerner, par la répétition du schéma prophétique, où est l'erreur, où est la vérité. Parce qu'on voit qu'à chaque fois, on est testé sur un message, un messager, mais aussi sur une structure. Il nous faut savoir quelle structure choisir. Ancien Jeff Peppinger versus Église adventiste. Alors qu'Ellen White nous dit de ne pas créer de structure parallèle à l'Église adventiste. Comment nous lisons? En dispensation ou en histoire progressive? C'est exactement la base de notre fondement. Deuxième dispensation, le message arrive de temps. Il nous faut reconnaître le messager, l'ancien Jeff Peppinger, même si ce n'est pas lui qui porte le message du temps, mais il nous faut reconnaître ce message et il nous faut reconnaître qu'il est toujours le leader de ce mouvement. Troisième dispensation, il y a une transition qui se fait entre le premier messager et le deuxième messager. Comme notre message du cri de minuit porte sur l'égalité, le sexisme, dans notre dispensation du cri de minuit, il y a la notion d'égalité. Égaux, mais pas séparés. C'est pour ça qu'il y a 2 semaines, au camp meeting d'Allemagne, pour ceux qui ont regardé les vidéos, qui ne sont pas encore postées en français, dans la langue française, nous avons eu la consécration de l'ancien Tess Lambert comme étant le leader avec l'ancien Parmenter du mouvement, mais aussi qui a été consacré ancien. D'accord?
parce que le message, par rapport à la structure du message du cri de minuit, nous comprenons que c'est dans cette direction que Dieu nous mène. Maintenant, je vous ai dit hier que le mouvement est en crise. Pourquoi il est en crise? Ça veut dire que soit il y a des partis qui n'ont pas suivi la lumière du cri de minuit et qui rejettent, soit il y a aussi un problème avec la structure. Donc, qui dit structure, on parle d'organisation. Quand on parle de structure, on parle d'organisation mise en place. Donc, ça veut dire, quelle est la structure qui n'a pas été en accord avec ce qui a été mis en place, ce qui était proposé. Donc, c'était, donc, on va dire, FFA versus les anciens de notre mouvement. Et c'est là où ça fait mal, où certaines personnes ne comprennent pas, parce que depuis le départ, c'est lui le premier ange, c'est lui qui a passé le manteau à l'ancien Parmender en mars-avril 2018 pour qu'il puisse être le leader du mouvement. Et maintenant, c'est lui en 2018 qui a publiquement affirmé porter le message du cri de minuit et y croire. Et pourtant, lorsqu'on arrive à 2 mois de notre fin de temps de grâce, dans notre dispensation, et qu'on continue à mettre en place l'organisation du mouvement qui a commencé en 2015, là, il y a une séparation par rapport à la structure et au message. OK? Donc, ce qui signifie que même si, comme on a ce schéma qui se répète, entre Raffia et Panium, FTG est seconde venue, parce qu'on sait que pour notre ligne de prête, notre FTG c'est Raffia, et la seconde venue c'est Panium. On sait qu'on aura combien de balises entre ces deux-là? 2 balises. On aura quoi? L'accroissement et la formalisation, le test. Et ensuite, on aura donc là notre remise, la remise de notre copie. Mais là, on sait qu'on sera testé. Donc, ceux qui vont franchir cette dispensation savent déjà, nous savons déjà, que ce n'est pas fini. Bonne nouvelle. Le mouvement est toujours en marche. Il y a des personnes qui me regardent bizarrement quand je dis bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce qu'on sait. On ne sera pas pris par surprise. C'est pour ça que je dis bonne nouvelle. Dieu nous dit déjà ce qui va se passer grâce au schéma répétitif. Parce que Dieu ne change pas. Donc même si on passe ce test-là, ça veut dire qu'il ne faut pas, comme on dit dans notre expression, nous reposer sur nos lauriers, sur nos acquis. Parce qu'un mouvement, ce n'est pas quelque chose de statique. Et comme Dieu, il ne veut pas qu'on reste là à se complaire sur nos acquis, eh bien, il nous fait nous progresser, il nous fait avancer. Mais pourquoi il nous fait avancer et progresser? Parce qu'il veut nous restaurer. Il veut nous restaurer à son image. Il veut nous libérer de nos idées conservatrices et de nos préjugés et de l'image qu'on a de Christ qui est fausse. D'accord? C'est ce que la ligne nous enseigne. C'est ça une ligne de réforme. Quand on fait une ligne de réforme ou quand on enseigne la méthodologie ou la prophétie, ce n'est pas juste pour montrer qu'on connaît. Ce n'est pas une exposition de connaissances. Il faut que l'on comprenne le plan de la rédemption. C'est le plan de la rédemption qui est exprimé là, à travers la ligne et la répétition des événements ou la progression de l'histoire. Il nous faut le voir. Et il nous faut comprendre, et c'est pour ça que Maurice vous a présenté cette étude, la ligne, elle n'est pas morale. Où se trouve la moralité dans la ligne?
quand vous présentez quelque chose à l'Église ou quand vous lisez un texte de l'esprit de prophétie, ne l'abordez pas à un niveau basique de moralité. Souvent, Ellen White, elle aborde un niveau de moralité. Et nous, quand on le lit, on prend la moralité. Nous sommes des étudiants de la prophétie. Même si ce n'est pas évident à faire, mais il faut qu'on s'exerce à voir le message prophétique que Dieu en réserve pour nous dans ces histoires qu'on prend. Il faut qu'on aborde toutes ces histoires comme une parabole et selon le modèle d'Ésaïe 28 ou le modèle d'Ésaïe 46. Le passé illustre le futur. C'est une prophétie. Nous sommes des étudiants de la prophétie. Nous croyons que la ligne, c'est Christ et que c'est le chemin qu'on doit suivre. Parce qu'on se dit être les 144 000 qui suivent l'agneau partout où il va. Et l'agneau, il nous montre une structure. Et en étudiant la prophétie, en étudiant son message, en le suivant, c'est comme ça qu'il nous restaure. Je ne me demandais pas comment il le fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais il nous dit de le suivre sur cette ligne, de comprendre comment il agit, d'aimer cette ligne, parce que c'est la ligne qui nous contrôle. Et c'est non pas une moralité ou nos émotions qui nous contrôlent, c'est la ligne qui nous gouverne, qui nous montre, la ligne nous montre comment les choses vont se passer. Donc la ligne nous contrôle, la ligne nous gouverne, et la ligne, c'est Christ. D'accord? Donc du coup, c'est pour ça qu'en ce moment, on se trouve dans un criblage, dans un clivage, et j'ai voulu vous montrer que ça porte pas forcément sur la doctrine. L'élément déclencheur n'a pas été la doctrine. L'élément déclencheur a été l'organisation. Même si les parties en présence disent, en l'occurrence, que c'est le fondement qui a été attaqué. Mais ça a commencé par l'organisation. Et je vais vous le montrer rapidement. Excusez-moi si je prends 5 minutes en plus. Je pense que... Pardon, j'ai pris... Comment? Ah, d'accord. Je vais vous montrer juste l'organisation qu'on voulait mettre en place et qui a fait qu'il y a eu cette séparation. Donc, comment je vais faire ça? Alors, je ne vais pas découper en ministère, église, etc. Donc, il y a un leader. Je ne sais pas trop comment le prendre. Donc, il y a un leader, on va le mettre comme ça. Ça, c'était en 2015. En 2015, il y avait donc Jeff comme leader du mouvement, ok? Sous lui, il y avait les anciens Parmenter, Tabo que vous connaissez, et les anciens Marco Barrios que vous connaissez, d'accord? Chaque ancien reportait à Jeff, ok? Chaque ancien avait une partie du monde qui leur est propre. En l'occurrence, pour l'ancien Parmenter, c'était l'Europe, l'Australie. Tabo, c'était l'Afrique et le Canada. Et Marco, c'était donc l'Amérique du Sud. OK? C'est comme ça. Donc, ce qui signifie que là, vous avez plein de ministères, dont vous avez LGC. OK? Et ensuite, sous LGC, donc vous avez plusieurs ministères ou groupes, et notamment, vous avez LVS. Ça veut dire que LVS rapporte à LGC, et LGC dirige donc le groupe francophone, mais rapporte directement à Parmenter. OK? C'était ça l'organisation pour tous les ministères, à partir de 2015. donc Jeff était le responsable, mais en même temps,
Il était donc leader mondial. En même temps, il était leader FFA, School of the Prophet. School of the Prophet. Il rapportait donc à lui-même. Et il rapportait à lui-même. En gros, il n'y avait pas vraiment de transparence. Ce qu'on a voulu faire, c'est le modèle, ce modèle-là, le mettre dans ce modèle-là aussi. Ce qui est fair enough, c'est juste, vous voyez. Donc ça veut dire que, comme il a pris sa retraite, ça aurait dû être donc PB et ce qu'on avait proposé, c'était que lui, malgré tout, comme tout est à reconstruire, il reste avec et aussi Lambert Fellowship. C'est l'église. C'est comme vous, LVS, vous êtes église aussi, mais en même temps ministère. Sauf que FFA, ils ont les trois splittés. Comme LGC, on a le ministère, on a l'église et on a l'école. Donc FFA, il a le ministère, ils ont l'église et ils ont l'école. Donc ce qu'on voulait faire, c'était que Bronwyn puisse être responsable à la fois des deux. Bronwyn, merci, c'est la fille de Jeff Peppinger qui fait partie du board de FFA. Donc c'est elle qui dirigeait aussi le ministère et l'école. Donc Parmender ne pouvait pas se trouver là aussi. Vous voyez, il ne pouvait pas se trouver à ce niveau-là. Donc lui, par contre, ce qu'il a demandé, c'est que elle soit là, mais qu'elle délègue FFA et School of the Prophet. Vous voyez? Et donc elle nomme une personne là, X, et une personne X, mais c'est elle qui dirige, qui gère. Mais les personnes, elles ont une autonomie. Parce que c'est ce qu'on veut mettre en place dans le mouvement en ce moment, déléguer. Parce que les responsables, ils ont beaucoup de charges, de travail. Donc, quand ça marche, quand le modèle il marche, on ne touche pas. Mais quand on voit que le modèle a besoin d'aide, on va justement essayer de déléguer. Mais les responsables seront toujours, ça sera toujours eux qui superviseront le ministère ou l'église ou l'école. D'accord? Et c'est cette structure-là qui n'a pas plu. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais cette structure-là, ce modèle-là n'a pas plu. Et à partir de là, Bronwyn et son mari ont quitté l'école, le camp meeting international, c'était quasiment à la fin. Et ils ont donc fermé le site, ils ont annulé l'école qui devait commencer. Ils ont annulé le camp meeting, ils ont fermé la page Facebook et après tout a dégringolé. Les anciens ont essayé donc, ont contacté, ils n'ont pas essayé, ils ont contacté Jeff parce qu'ils savent qu'il a une influence. Ils l'ont contacté pour qu'il puisse donc parler à sa fille et à son gendre. Ils lui ont envoyé le rapport, les minutes du compte-rendu de la réunion pour qu'il puisse avoir connaissance. Ils lui ont proposé tout de suite de venir aux États-Unis pour dialoguer avec lui, mais tout ce qui a été proposé a été rejeté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout de suite après, le samedi, il y a eu donc une série qui est en cours encore aujourd'hui de Jeff et qui a annoncé publiquement qu'il s'est séparé du mouvement existant parce que, non pas sur l'organisation, donc il dit que ce n'est pas sur l'organisation, il dit qu'il est d'accord avec le message,
Mais on sait, mais plus vous écoutez, plus il avance dans le temps, il dit qu'il est en désaccord avec le message. Et il dit aussi que oui, on est sorti du fondement de Daniel 11, 40 à 45. Donc pour lui, ceux qui suivent les anciens Parmender et Tess sont l'ancien mouvement. Ah oui, pardon. Sont le nouveau mouvement. Et ceux qui suivent Jeff représentent donc l'ancien mouvement. Mais si vous regardez la structure de la ligne, c'est pour ça que s'il y a des personnes qui veulent regarder, qui sont curieux, il y en a qui nous disent, oui, il faut avoir, on n'a qu'une seule source d'information, LGC. OK? On aurait voulu entendre l'autre source d'information. Ça, c'est comme vous voulez. On ne va pas vous dire de ne pas le faire. Oui, si, je vais vous dire de ne pas le faire. Parce que si vous n'êtes pas ancré dans la méthodologie, vous allez être confus. Parce qu'on va prendre des histoires et les mettre hors contexte. On ne va pas appliquer les règles de la parabole. Et après, vous allez écouter, vous allez vous dire, ah ouais, mais c'est pas mal ce qu'il dit, c'est vrai. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent écouter, vous êtes libres. Mais à ce moment-là, à vous de pouvoir discerner la méthodologie et discerner le vrai du faux. C'est pour ça, même si vous n'écoutez pas les vidéos, par ce modèle très simple que j'ai voulu vous montrer, à la loi du dimanche, au milieu, il y a une transition. Dans quelle histoire, et on prend l'histoire de Millerite, avez-vous vu que Miller détrône le deuxième ange, Samuel Snow, et le remplace? Dans quelle histoire, celle de Christ, avez-vous vu que le premier ange, Jean-Baptiste, alors qu'il y a une transition avec Christ, enlève Christ et le remplace parce qu'il dit qu'il a quitté le fondement? Dans quelle histoire, sur le témoignage de 2 ou 3, une chose est établie? Si on comprend la méthodologie, on n'a pas besoin d'aller écouter l'autre source d'information et on sait où se tenir. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et j'espère que demain, on va prendre un autre sujet. Je ne vais pas continuer sur la méthodologie, même si on n'a pas tout vu. Ce n'est pas grave. On va parler du port du pantalon. On va essayer du mieux possible. Je vous invite à vous mettre à genoux. Bon Père Céleste, c'est avec une immense joie que nous nous présentons devant toi en ce jour de sabbat. Nous voudrions nous présenter nos familles et nous-mêmes individuellement afin que tu puisses, Seigneur, accomplir cette œuvre de restauration que tu souhaites faire en chacun d'entre nous. Que tu puisses, Seigneur, nous ouvrir les yeux, nous ouvrir l'intelligence, de sorte que nous puissions comprendre cette méthodologie, cet outil puissant que tu nous as donné afin que nous ne puissions pas être égarés. Et nous te prions, Seigneur, pour tous ces prêtres de par le monde qui cherchent à savoir de quel côté se positionner dans ces temps de troubles, que tu puisses, par cet outil de méthodologie, les confirmer sur le chemin à suivre et qu'ils puissent, Seigneur, avoir l'assurance qu'ils se trouvent sur le bon chemin. Que tu puisses fortifier nos dirigeants et tous tes enfants de par le monde. Nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus. Amen.